Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel ouvrage de Ludovic Leroux, J'arrête de me limiter grâce au nerf vague, publié aux éditions Erol, le sponsor de cet épisode. Ce livre nous plonge au cœur du fonctionnement du nerf vague et de son influence sur notre capacité à faire face aux défis de la vie. Ludovic Leroux, qui est coach mental et que nous avons reçu plusieurs fois dans Métamorphose, nous y montre comment nos expériences passées, souvent teintées de souffrance, ont pu détourner notre attention de nos véritables objectifs de vie, nous laissant dans un état de survie constant. Il nous révèle des méthodes éprouvées, notamment à travers le corps, pour nous aider à transformer nos objectifs de survie en objectifs de vie, nous incitant ainsi à oser rêver de nouveau et réaliser les projets qui sont en nous. Disponible dès maintenant en librairie, cet ouvrage pourrait bien être le catalyseur du changement que vous attendiez. Bienvenue dans la nouvelle série Métamorphose, Ouvrir les cœurs. Mon invité, Jean-Pierre Gou, est mathématicien, ingénieur et écrivain, et il vient nous partager des enseignements tels que les synchronicités ou les rêves, afin de nourrir nos âmes. Jean-Pierre Gou est l'auteur de la saga Révolution Bleue, dont le premier roman, La Petite Princesse, est paru aux éditions Erol. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans ce nouvel épisode, Jean-Pierre nous propose de plonger dans les secrets de la médecine de notre cœur pour savoir comment les utiliser afin de transformer nos vies. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jean-Pierre. Merci Anne. Oui, aujourd'hui, nous allons voir comment faire de nos vulnérabilités la plus belle des forces. Mais avant cela, j'ai besoin de vous partager quelques autres secrets du cœur venant compléter ceux que nous avons passés en revue dans le précédent épisode de cette mini-série. Tous ces éléments, permettant d'appréhender différemment l'humain, sont au cœur de mon roman « La Petite Princesse », dont la jeune héroïne possède un cœur immense pour guérir l'humanité de ses blessures. Elle déclenchera alors la métamorphose d'Homo sapiens, enfin capable d'aimer à l'infini pour poursuivre son évolution. C'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Revenons sur le cœur. Selon la médecine traditionnelle chinoise, il serait comme le monarque de toutes les entrailles et la résidence du Shen, l'esprit. Aristote pensait lui aussi que le cœur pilotait le système nerveux et était le siège de la raison, donc de la cognition. Depuis la Renaissance, le cœur a cependant été supplanté par le cerveau, comme centre unique de contrôle du corps et des pensées. Il fut donc relégué à un simple rôle musculaire, même si dans l'inconscient collectif, le cœur reste le centre des émotions et de l'intuition. Mon cœur me dit que, suis ton cœur, je me fie à mon cœur. Où se situerait alors cette intelligence du cœur ? Je vais tenter de répondre en quelques minutes à cette question difficile. Les enfants sont toujours étonnés et amusés lorsqu'ils apprennent que les pieuvres ont 9 cerveaux, un central et un autre dans chacune des 8 tentacules. Mais on leur apprend rarement que depuis peu, on sait que l'humain dispose de 3 cerveaux. Le deuxième se trouve dans le système digestif, principalement dans les intestins. En 1991, le docteur et neurocardiologue Andrew Armour a réalisé une autre découverte étonnante qui pourrait expliquer les mystères du cœur. Le cœur contient lui aussi un mini-cerveau. Doté de 40 000 neurones, ce réseau est cependant bien plus petit que les 100 000 milliards de neurones du cerveau et les 200 millions de neurones de nos intestins. Néanmoins, ces neurones semblent suffisants pour stocker des mémoires. Par exemple, depuis les premières greffes du cœur dans les années 70, certains transplantés ont relaté après leur opération des sensations bizarres, des mémoires qui ne leur appartenaient pas, comme s'ils étaient devenus un peu un autre. La danseuse américaine Claire Sylvia, qui avait pourtant horreur du fast-food, eut par exemple subitement envie de bière, de nuggets de poulet ou de poivrons verts. La médecine traditionnelle a au départ mis ces témoignages sur le compte de hasard, d'affabulation ou de changements profonds liés au trauma d'une telle opération. Mais il s'est avéré que ces mémoires appartenaient souvent au donneur. Il semblerait donc qu'il y ait eu un transfert partiel de mémoire. Un témoignage encore plus troublant nous vient de la comédienne française Charlotte Valandré, décédée malheureusement en 2022. En 2003, elle subit une greffe du cœur et constate, elle aussi, des changements.
Elle se met à désirer du baba au rhum ou du vin, elle qui n'en buvait pas. Elle éprouve des sensations de déjà-vu dans certains lieux inconnus et fait des rêves qui ne lui appartiennent pas. Elle en fait part dans différentes interviews et noue quelques années plus tard une histoire d'amour avec un homme qui, elle l'apprendra après, était le mari de la défunte donneuse. Ce phénomène, encore largement incompris, fait toujours l'objet de controverses. Les prochaines années amèneront certainement de nouveaux éléments de compréhension décisifs pour connaître l'origine de ces souvenirs. Mais le cœur semble pouvoir stocker bien plus que cela, en particulier nos émotions. Les émotions sont des phénomènes psychiques complexes qui impliquent aussi de nombreuses parties du corps, dont le cœur. Le cœur est donc peut-être le siège principal du ressenti des émotions, et c'est en tout cas comme cela que nous le vivons. Mais pour le cardiologue américain Sandeep Jauhar, ce ressenti peut aller plus loin. Il peut affecter le cœur au point d'en modifier la forme. Les émotions fortes qui marquent notre vie peuvent rester inscrites dans notre cœur sous la forme de lésions profondes. Le syndrome du cœur brisé, aussi appelé Takotsubo, du nom d'un vase japonais dont il prend la forme, peut modifier pendant 2 semaines la forme du cœur après un choc émotionnel profond, rupture, deuil, et provoquer même un infarctus. Ce phénomène rare a été également observé dans des situations de stress professionnel ou suite à de grands désastres naturels. La mémoire du cœur pourrait aussi résider dans sa structure et sa forme. La métaphore du cœur comme siège des émotions serait donc peut-être finalement bien valable. Cela ouvre vers une toute autre manière de guérir le cœur, qui ne peut donc plus être réduit à une simple pompe. Là encore, la vision mécaniste et réductrice du monde va céder la place à une conception plus intégrée de l'impact de l'environnement, en particulier du stress émotionnel, sur les phénomènes biologiques. Comme le dit le spécialiste des neurosciences Antonio Damasio, la souffrance liée à la honte sociale est comparable à celle d'un cancer agressif. La trahison peut faire mal comme un coup de couteau, quand ton plaisir naît de l'admiration sociale, pour le meilleur comme pour le pire, ils peuvent être orgasmiques. On pourrait même étendre cette remarque en y intégrant les 5 blessures identifiées par Louise Bourbeau. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Que faire alors pour guérir nos cœurs blessés ? James Doty raconte que sa vie a basculé du côté de la lumière grâce à l'influence d'une seule personne rencontrée au hasard. Un jour, à l'âge de 10 ans, il a poussé la porte d'un magasin de magie. La personne derrière le comptoir a ressenti sa détresse et lui a proposé de revenir chaque jour pour l'aider. Elle lui a enseigné des techniques de méditation et de régulation de son état émotionnel, ce qui l'a sauvé. James Doty porte aujourd'hui toujours cette profonde tristesse dans son regard, le regard des enfants maltraités. Mais il est devenu un chercheur et un entrepreneur à succès qui a légué toute sa fortune à des organisations de charité. Il dirige également le Centre d'études de la compassion et de l'altruisme à la prestigieuse Université de Stanford en Californie, qu'il a fondée avec le Dalai Lama. James Doty sait à quel point une vie est fragile et ce qu'un élan du cœur peut produire. D'après lui, l'éducation à la compassion est ce qui peut sortir l'humanité des abysses et la porter au plus haut de son potentiel. Une intention similaire à celle de James Doty habite l'ONG Compassion Prison Project. Dans une vidéo qui a marqué Internet et appelée « Step into the Circle », « Entrer dans le cercle » en français, des prisonniers sont placés en cercle. On leur demande alors de faire un pas en avant s'ils ont connu au cours de leur enfance l'humiliation, la violence, la pauvreté, le viol, l'alcoolisme, etc. Et on s'aperçoit qu'assez vite, tous les prisonniers se retrouvent au centre du cercle. Cette ONG développe actuellement des méthodes basées sur la compassion pour guérir ces cœurs meurtris et pour lesquels l'incarcération ne résout rien, au contraire. Il a également été démontré que l'introduction des techniques de méditation dans les prisons, mais aussi les écoles dans les zones en grande difficulté, pouvait conduire à une réduction du stress et une pacification des comportements. Le journaliste britannique Johann Hari a pour sa part grandi au sein d'une famille où il y avait de multiples addictions. Il raconte que son premier souvenir fut d'essayer de réveiller sans succès un de ses parents qui était complètement shooté. Plus tard,
Il est parti à travers le monde pour comprendre ce phénomène d'addiction et il en est revenu avec une extraordinaire découverte, les liens perdus. Il en a tiré 2 ouvrages superbes et une conférence TEDx vue par près de 20 millions de personnes. Et là encore, la compassion et l'amour sont les voies qu'il a découvertes pour en sortir. Au Portugal, par exemple, on ne pratique pas le sevrage en isolation sur les drogués, mais on les aide à la place à tisser des liens sociaux. Et cela fonctionne, nous dit-il. Au lieu de nous accepter comme tels, nous nous trouvons toujours imparfaits, jamais assez bien pour être aimés ou pour s'aimer soi-même. La chercheuse en sciences sociales Brené Brown a passé plusieurs décennies à analyser le courage, la vulnérabilité, la honte et l'empathie. Dans son ouvrage phare, La grâce de l'imperfection, elle suggère que seuls ceux et celles qui assument et montrent leur vulnérabilité, leur soi-disant imperfection, peuvent atteindre la joie. Avoir le courage d'être imparfait, d'être assez bien pour mériter d'être aimé, au lieu de cultiver la honte qui nous bloque. Cela rejoint les propos du conférencier Frank Lobvé, qui nous enjoint à être pleinement nous-mêmes plutôt qu'à chercher à devenir un autre. La compréhension de ces mécanismes psychologiques est fondamentale pour créer la fraternité humaine nécessaire pour s'atteler aux défis de notre siècle. Lorsque 2 êtres partagent leur fragilité, leurs peurs et leurs désirs, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les cœurs se réparent et guérissent. Les Japonais ont un art médiéval subtil qui illustre à merveille ce processus de guérison, le kintsugi. Celui-ci consiste à réparer un vase en céramique brisé, non pas en essayant d'en recoller les bouts pour masquer l'incident, mais en les rassemblant à l'aide d'une laque teintée de poudre d'or. Ces sutures d'or demeurent donc visibles. L'objet rénové exhibe son passé et sa fragilité au lieu de la dissimuler. Pour de nombreux collectionneurs, il devient même plus beau et acquiert plus de valeur ainsi. Pour les êtres humains, il pourrait en aller de même que pour les vases. Par la compassion et l'amour, nous avons le pouvoir magique de créer des liens d'or, qui réparent les cœurs brisés. Un cœur réparé avec l'or provenant d'un autre cœur. N'est-ce pas merveilleux? Une trace d'humanité, un signe de l'attention d'un humain envers un autre. Pour se sauver, l'humanité a besoin d'inverser son système de valeurs. Plutôt que de faire l'apologie de la force qui n'est qu'un leurre, elle pourrait chérir la fragilité. Et vous? Accepteriez-vous de laisser votre armure à vos pieds? Oseriez-vous ouvrir votre cœur et montrer vos vulnérabilités? Oseriez-vous célébrer la vulnérabilité de l'autre? Oseriez-vous aimer à l'infini? Merci Jean-Pierre pour tous ces beaux enseignements et ces leçons d'humanité qui résonnent au cœur de nos âmes. Je rappelle que ton magnifique roman La Petite Princesse vient de paraître aux éditions Erol et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.